Merci aux organisatrices pour m'accueillir à Toulouse et dans le cadre de ce colloque. Mon intervention, elle sera forcément sur les enjeux de cybersécurité. Donc j'ai donné quelques slides qui vont s'afficher. Pour introduire le sujet, on a beaucoup parlé dans ce colloque effectivement des réglementations pour partager de la data, pour faire en sorte de mieux collecter cette data, etc., les finalités. Il y a une autre réalité que vous connaissez qui s'additionne, qui est un autre risque et qui est le premier risque, qui est le risque de cybercriminalité. Alors si on passe la première slide, quand on parle d'enjeux de cybersécurité, ça s'affiche la première slide ? Où ça va s'afficher. Voilà. Il y a interconnexion et développement des systèmes d'information. Aujourd'hui, quand vous êtes un établissement hospitalier, quand vous gérez de la data de santé, vous n'êtes jamais tout seul. Vous êtes dans un environnement. Et donc, vous allez devoir travailler avec des tiers, avec d'autres parties prenantes. Et donc, il y a des sujets de surface, d'attaque de surface, et donc des sujets de cybersécurité. Pourquoi c'est important dans les données de santé ? Parce que sur le marché noir, et on le verra juste après par les illustrations, la donnée de santé, elle est sensible, elle est rare parce qu'elle est véridique, parce qu'elle peut être réutilisée, et parce que derrière, sur les marchés, elle génère énormément de business. Donc, pour un cybercriminel classique, récupérer de la donnée de santé, c'est être quasi certain de pouvoir la revendre. Revendre à qui ? À d'autres marchés noirs, revendre pour réutiliser, pour faire du leaks, pour faire de l'exploitation de data, ou, et ce dont on a parlé un peu ce matin, faire tourner des IA. Parce qu'il y a un vrai sujet qui est comment est-ce qu'on entraîne certaines IA, et il faut casser la réalité. La réalité, c'est aussi qu'il y a des IA qui sont entraînées par des bases de leaks, qui sont des bases de leaks récupérées sur des établissements de santé. Donc la cybercriminalité, c'est à la fois divulguer de la data. C'est le premier enjeu, finalement, c'est pourquoi on sécurise les données de santé, parce qu'il y a de la divulgation, mais aussi on perturbe les activités. Dans les exemples que je vous ai cités, Brest, Lille, Versailles, Corbeil-Essonnes, Rennes, à chaque fois, c'est papier, crayon dans l'établissement de santé, et on revient en mode très, très, très dégradé. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'établissement de soins qui devait gérer le soin, et son activité première était de gérer le soin, eh bien en fait elle ne gère absolument plus le soin. Elle est en incapacité médicale de gérer le soin. Non pas parce que les personnes, l'équipe de soins n'est pas compétente, mais parce qu'une cyberattaque a complètement réduit l'activité à néant. Si on passe le slide suivant, le modus operandi, là j'en ai mis un, mais il y en a plein en fait. C'est l'exploitation de vulnérabilité, c'est la faille humaine, c'est l'intégralité des modus operandi classiques que l'on connaît pour ceux qui font du droit pénal en droit pénal. C'est-à-dire à chaque fois, on va exploiter une erreur, on va exploiter une facilité. Et en matière de cybersécurité, vous le savez peut-être, dans l'environnement numérique, parce que l'architecture est faite comme ça, le protocole n'est pas sécurisé, le TCP/IP n'est pas sécurisé. Et donc il y a énormément de vulnérabilités qui sont naturelles, c'est un état de fait. Et qui n'est pas propre au milieu numérique. Si vous vous promenez dans la rue, vous avez un risque, vous prenez des risques. Eh bien, en matière de sécurité de l'espace numérique, c'est la même chose. L'espace numérique qui n'est proprement pas sécurisé. Si on va dans le concret, je vous ai mis quelques screenshots de leaks. Ça, c'est un des leaks qui est tombé le 23 mai dernier sur un hôpital américain. Ça se présente comme ça, une base de leaks. C'est un site internet que l'on trouve sur le Darknet, je l'ai fait hier soir. Et donc, on peut trouver sur un établissement hospitalier, vous voyez, qui est en Arizona, en Californie, enfin dans plein d'États. Et vous avez, ça a été mis à jour le 9 mai dernier, et là vous avez 125 gigas de data. C'est l'intégralité des data, des données de l'hôpital. Si on va un petit peu en dessous, on précise les choses. On a un autre hôpital américain. Vous avez même les données qui sont affichées. Ce que j'ai fait, j'ai commis aucune infraction en faisant ça. Je suis allé sur un site tout à fait... Alors, illégal par nature, mais l'accès est légal. Et donc, j'ai récolté, vous voyez, ça date du 4 juin. Ça date, en fait, la deadline était ce matin, à 12h17. Je n'ai pas été voir tout à l'heure si ça avait été totalement divulgué. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. Si on descend encore, et on va parler d'un dernier exemple, c'est le dernier exemple en date, c'est Armentières. Le CH d'Armentières qui s'est fait trouver février, il me semble. Là, en dessous, vous avez en fait la liste de tous les patients des 10 dernières années.
Alors ceux qui font du RGPD vont se dire ah bah c'est pas très conforme. Bah non, c'était pas conforme RGPD. Donc c'est ça la réalité. Là j'ai fait une exploitation simple et dans le dernier exemple, si on passe sur la dernière slide, il y avait même les comptes rendus de radiologie, toutes les radios de toutes les personnes dans cette base de données. Et ça c'est librement accessible. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est légal, hein, si on réutilise ces datas, on fait du recel. D'accord. Mais techniquement, il n'y a aucun verrou technique pour y accéder. D'accord. Et si j'ai réussi à y aller, je suis sûr que vous pouvez réussir assez facilement pour y aller. Donc ça, c'est pour l'état des lieux. Derrière tout ça, on a des réglementations, on a un dispositif juridique. Que ce soit la législation nationale ou européenne, puisque là c'est le sujet, elle n'est pas restée sans rien faire, hein, donc on en a beaucoup parlé, une réglementation générale, le RGPD, les données de santé, on n'a pas le droit de collecter sauf un certain nombre de cas, etc. Et puis des réglementations plus sectorielles, notamment l'IA, qui a eu des sujets, il y en aura d'autres, qui vont prendre en compte tous ces éléments de sécurité. Le CRA, Cyber Resilience Act, qui lui portera non pas sur les secteurs, ce qu'on va voir dans NIS 2, mais portera davantage sur les produits. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que l'hôpital, il utilise des produits, des scanners, des pompes à insuline, etc. Et ce n'est pas l'hôpital qui fabrique la pompe à insuline, c'est un fabricant de logiciels, un fabricant de matériel. Et vous le savez bien, les exploitations de pompes à insuline, c'est un vrai sujet, parce que si vous les prenez le contrôle à distance, bah, vous générez la mort du patient. Donc concrètement, c'est ça cet enjeu. Pourquoi le CRA aura à s'appliquer dans l'espace des données de santé. Et puis on a des réglementations qui sont vraiment propres à la cybersécurité, qui sont focus cybersécurité. C'est les directives, les deux directives, donc Network Information Security. Premier niveau en 2016, on va en reparler. Puis deuxième niveau de 2022, en cours de discussion au Parlement pour une transposition avant octobre. La philosophie de tout ça, c'est quoi? C'est de se dire on doit mettre en place des standards de cybersécurité pour prévenir la cybercriminalité. Vraiment le nœud gordien de tout ça, c'est de se dire on fait face à des cybercriminels, très logiquement c'est le droit pénal qui s'applique. On va les arrêter et puis on va les mettre en prison. En fait ça ne fonctionne pas dans l'espace numérique, ou ça ne fonctionne pas bien dans l'espace numérique. Et donc ce qu'on dit, on dit aux acteurs des filières, et notamment des filières médicales, puisqu'on n'arrive pas à mettre ces cybercriminels sous les verrous, on va vous demander d'élever votre niveau de sécurité pour empêcher que ce cybercriminel finalement ne rentre à l'intérieur de votre système. Donc si on passe à la slide suivante, voilà la directive NIS 2 pour parler du dispositif, vraiment de faire le focus sur ce dispositif. Elle remplace une directive NIS de 2016 qui avait déjà prévu la sécurisation des établissements de santé dans une annexe en disant les établissements de soins et prestataires de santé doivent répondre à un certain nombre de critères. Et ces critères devaient être mis en place par chaque État. Donc chaque État décidait d'un certain nombre de critères. La traduction, c'est un arrêté de septembre 2018 qui prévoyait, en grosso modo, 23 règles pour assurer un niveau de cybersécurité conforme à la réglementation. Et donc dans ces règles, vous avez la cartographie des risques, vous avez des mesures de prévention, vous avez des mesures de contractualisation, un certain nombre de règles qui permettent de limiter le risque. Le point de vue du praticien, c'est deux choses. D'abord, quand ça a été traduit en droit français, il n'y a pas eu de conséquences pratiques. C'est-à-dire que les sociétés ont rechigné énormément à mettre en place le système, ce qui a forcé l'ANSSI et Guillaume Poupard, on parle à la Poste à côté, à aller voir les acteurs en disant maintenant vous devez vous saisir de la directive et vous devez mettre en application. En réalité, elle est peu efficace, elle est peu contraignante cette directive parce qu'il y a des sanctions qui ne sont jamais appliquées, parce que c'est très disparate en fonction des États. Donc, en France et plus particulièrement plutôt l'Europe occidentale, on a une bonne acculturation au risque cyber, mais vous avez certains pays qui, soit parce qu'ils ne sont pas intéressés, soit parce que ça les intéresse de ne pas être intéressés, pour des sujets qui dépassent le sujet d'aujourd'hui, ne vont pas se mettre au niveau. D'accord ? Et donc la mise en application est disparate, sachant que face à ça, on a une cyberattaque et des cyberattaquants qui ne sont pas franco-français, qui ne sont pas nationaux, alors qu'ils sont dans plein d'États et qui divulguent leurs données sur plein d'États. Les pings de ce que je vous ai montré comme screenshot, en ce moment ça ping au Mexique, ça ping au Pérou. Vous voyez, c'est à peu près là, c'est pour l'instant. Aujourd'hui, peut-être que demain ce sera un autre endroit. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que le Covid, notamment, a révélé de nouvelles failles de sécurité. L'exemple que l'on cite souvent, c'est le système de traitement des déchets, le système de traitement des gestions de l'eau, qui n'était absolument pas concerné par la directive Nice. Eh bien, ça devient des secteurs qui sont assez importants
Finalement, vous prenez le contrôle d'une machine qui va gérer le chlore dans l'eau. Si vous mettez trop de chlore, c'est la mort des gens qui boivent l'eau quand même. Voilà. Donc on a des sujets sur lesquels on se dit c'est intéressant de réglementer parce qu'il y a un risque qui est assez important. Et en matière de données de santé, c'est exactement le même raisonnement. On avait quelques CH, quelques grandes structures qui étaient soumises à la réglementation NIS, mais typiquement les EHPAD, les établissements médico-sociaux n'étaient absolument pas couverts par la réglementation. Et de se dire pourquoi est-ce qu'un EHPAD n'est pas autant en danger et doit autant se prémunir qu'un établissement, un CHU très bien institué. Et finalement, la faille, elle est aussi importante pour l'un et pour l'autre. Si on continue le slide suivant. Alors, donc on a mis en place, le Parlement européen a négocié, etc. Ça a mis quelques années, une nouvelle directive qui s'appelle NIS 2. On n'a pas évolué sur la terminologie. Network Information Security, deuxième niveau. Pourquoi assurer la résilience? L'objectif, c'est de dire on se fera cyberattaquer. De toute façon, on est dans un univers où il y aura des failles de sécurité, elles seront exploitées et il y aura de la divulgation de données. Pour assurer une uniformisation, on arrête de penser chacun son petit pays, sa petite législation, mais on va penser dans un cadre européen. On va simplifier des réglementations pour des entreprises qui sont basées dans plusieurs États, parce qu'en réalité, ce dont on parle, c'est des entreprises où, en matière de données de santé, qui sont implantées dans tous les États de l'Union européenne. Et quand vous savez qu'en Italie, c'est différent que la France, c'est différent de l'Espagne, c'est différent de ceci, vous faites un choix stratégique. On en parlait ce matin un petit peu sur les contrats. Vous vous dites comment est-ce que je vais stocker, où est-ce que je vais stocker, est-ce que c'est mieux. Vous faites un bénéfice-risque et puis vous analysez finalement ces choses-là. Et le dernier point, c'est la coopération des États au niveau européen. Parce que ce qui se passe, c'est que pour faire des remontées d'informations, pour pouvoir analyser et comprendre cette cybercriminalité, on a besoin de remontées. Et aujourd'hui, les remontées ne se font pas très bien. Et l'ENISA est un petit peu en retard, cette agence européenne, sur la remontée d'informations. Si on passe à la slide suivante. Donc, concernant la santé plus particulièrement, là aussi, on a élargi le spectre de ce qui était prévu dans la directive NIS 1, avec une annexe 1 sur les entités hautement critiques, donc en gros les opérateurs essentiels, sans quoi l'activité d'une société ne tournerait pas de la même façon. Donc on est vraiment sur un spectre très haut. Les prestataires de santé, les laboratoires, l'activité de R&D, les fabricants de produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux sont les acteurs qui sont listés, donc qui sont obligatoirement soumis à la législation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est prévu, comme dans la directive NIS 1, un arrêté qui précisera dans chaque État quels secteurs et quelles entreprises et quels organismes seront concernés en plus de ces secteurs-là. Donc on le sait déjà et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais des établissements hospitaliers de plus de 50 salariés seront concernés par la législation NIS 2 en entité importante, et puis plus de 250 salariés en entité essentielle, vraisemblablement. Ce qui est important de noter, c'est que c'est une législation qui va augmenter le niveau de sécurité vis-à-vis de standards. L'objectif, c'est pas de vous dire vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, c'est vous devez faire ça, voire mieux. C'est-à-dire que do the best, faites le mieux que vous puissiez en matière de cybersécurité avec un minimum qui est le minimum de ce qu'on va vous donner. Voilà. Et grosso modo, le minimum, ça va être l'ISO 27001. Si vous êtes conforme ISO 27001, vous avez le minimum de ce qu'on peut attendre d'une cybersécurité d'un établissement hospitalier. Demain, si vous voulez faire plus, faites plus pour montrer que vous êtes en conformité avec le texte. Donc, en ce moment, il y a les grandes négociations, on va dire, pour la transposition de cette directive. Pourquoi ? Parce que d'un côté, l'un des grands enjeux, c'est le financement de cette cybersécurité. Parce que finalement, qui va payer la mise en conformité de tous les hôpitaux, tous les établissements médico-sociaux, toutes les villes de plus de 30 000 habitants, enfin tous ces secteurs-là, en fait, c'est le responsable. Et c'est à la charge de chaque responsable et de chaque institution et de chaque établissement. Et ça, c'est un vrai pain, c'est une vraie problématique. La DGE, lorsqu'elle a été auditionnée, parlait de 3 à 4% du chiffre d'affaires consacré à la cybersécurité, une augmentation. Donc un vrai sujet de finance. Et le deuxième sujet, ça va être, on vient un peu, on tourne en rond, parce qu'on se dit, si on a un arrêté qui va préciser
les domaines, même si on a un texte qui prévoit un certain nombre de secteurs, finalement chaque État va pouvoir plus ou moins donner sa couleur à la NIS 2, plus ou moins strict, plus ou moins fort, avec des standards plus ou moins élevés. Et donc on revient à la NIS 1, c'est-à-dire chaque pays va faire un petit peu pas ce qu'il veut, mais en tout cas va mettre le curseur plus ou moins fort. Et donc on reviendra avec des soucis de je choisis quelle législation qui me paraît plus intéressante parce que ça me coûte trop cher d'investir ou parce que j'ai pas d'intérêt à le faire. Donc en matière de l'enjeu de cybersécurité, il est là, avec un dernier enjeu qui est un enjeu de temporalité. On en a un peu parlé, déjà c'est très lent comme fonctionnement, c'est très lent dans un environnement où tout va très vite. Dans un environnement en cybersécurité où l'attaquant, qui est la personne contre qui on se bat, lui il pense pas temporalité, et lui il pense plus j'attaque, plus je fais de business, et plus j'obtiens de la data, et plus je revends de la data, et il le fait de manière systémique. Et donc le deuxième enjeu c'est quoi? C'est garder la rapidité d'exécution et que cette NIS 2 rapidement elle puisse fonctionner. Ce qui ne semble pas le cas puisqu'on entend déjà parler de report à 18 mois sur les arrêtés et après d'avoir un délai de 24 mois après l'arrêté pour mise en conformité, etc. Donc c'est le sujet chaud, mais à la fois peut-être que ça va accoucher d'une souris parce qu'au final on n'aura pas les éléments techniques nécessaires, en tout cas pas avec le vote du projet de loi qui a été présenté, et peut-être pas encore tant qu'on n'aura pas l'arrêté sur ces choses-là. Et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'était un point sur la NIS 2 et sur la supply chain. La vraie caractéristique et ce qui va changer la face des choses, c'est que en plus de l'analyse de chaque établissement hospitalier, il y aura des analyses de la supply chain, donc de la chaîne de valeur. Donc chaque établissement, chaque institution va devoir gérer ses prestataires techniques, ses prestataires matériels, ses prestataires en matière de produits. Et ça va complexifier d'autant plus la démarche, une démarche juridique, parce qu'il va falloir contractualiser peut-être, mieux contractualiser, prévoir des clauses types. Est-ce qu'il y aura des guidelines sur ça? On n'en a pas pour l'instant. Et donc, prévoir des analyses qui aujourd'hui n'existent pas ou n'existent que très peu. Et le dernier point, c'est la capacité de choix du régulateur, mais c'est très bien, puisqu'aujourd'hui, il y a une commission des sanctions qui a été prévue par le texte. On ne sait pas la nature de cette commission des sanctions. On sait que les sanctions prévues par NIS 2 sont assez importantes. On parle de millions d'euros d'amende, on parle de pourcentage du chiffre d'affaires, mais on ne sait pas aujourd'hui concrètement quelle autorité va le faire. Et on sait que l'ANSSI, qui est une agence, donc qui n'est pas une autorité, tient à cœur ce sujet et aimerait garder un peu ce chien à deux têtes avec l'accompagnement et la sanction. Et ça joue de cette sensation que finalement, dans les faits, on veut aller plus loin, on veut assurer cette cybersécurité, mais concrètement, on voit qu'il y a des leviers à passer et que ces leviers ne sont pas encore levés pour avoir une application purement très limpide finalement de cette réglementation européenne. Voilà, je vous remercie.